Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité de cette édition. Tout d'abord, le téléachat en vogue. Les magasins vont rester fermés. Vous le savez, le gouvernement a annoncé un renforcement des mesures et des contrôles. Nous irons prendre le pouls dans la ville du Mans, où certains commerçants se réinventent grâce au numérique et au célèbre téléachat. La santé, le Grand JT des Territoires vous emmène également cette semaine dans la Loire, à Saint-Étienne plus précisément, pour visiter le plus grand pôle de santé de la région, construit en lieu et place d'un centre commercial en plein centre-ville, une réponse certaine aux déserts médicaux, vous allez le voir. Enfin, tout chousse, nous irons prendre l'air dans les Vosges à la découverte d'une micro-station de ski de moyenne montagne qui, malgré le réchauffement climatique et la crise, a décidé d'ouvrir ses pistes cet hiver. Voilà, et puis nous commençons ce Grand JT des Territoires avec un renfort précieux. Il s'agit du Shelter, un hôpital mobile unique au monde qui permet d'accueillir 18 patients, dont 8 en urgence absolue, et le tout déployé en seulement 20 minutes. Cet hôpital mobile était au départ prévu pour faire face à des situations de terrorisme ou de catastrophes naturelles. Il est le fruit d'une collaboration de 3 ans entre la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine, l'Espagne et l'Andorre. Le Shelter est déployé à Bayonne et accueille ses premiers patients Covid. Tous les détails avec les équipes sur place de Via Occitanie. Regardez. C'est un renfort précieux en ces temps de crise sanitaire. Voici le Shelter, un hôpital mobile unique au monde. Ici, on peut accueillir 18 patients, dont 8 en état d'urgence absolue, et le tout déployé en seulement 20 minutes. Vous avez donc des box de soins, vous avez tout le confort nécessaire, vous avez le matériel de prise en charge des patients, et puis vous avez une salle de soins avec de l'eau potable, de l'eau chaude, le coffre pour mettre la morphine, le réfrigérateur, le chauffe-perfusion, le matériel. En fait, tout est prévu pour prendre en charge des patients dans des conditions de confort qui sont vraiment optimales. Cet hôpital mobile était au départ prévu pour faire face à des situations de terrorisme ou de catastrophes industrielles. Il est le fruit d'une collaboration de 3 ans entre la région Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Espagne et Andorre. Le Shelter a été déployé ce lundi après-midi devant le CHU de Bayonne, partenaire des Toulousains, et va bientôt accueillir ses premiers patients Covid. L'unité est là pas parce que les urgences sont saturées, elle est là parce qu'il y a un partenariat, il y a une anticipation et une volonté à ce que les services ne soient pas saturés pendant cette crise Covid. Cette unité va pouvoir nous aider pour recevoir les patients des urgences qui seront pris soit dans le service des urgences en dur, qui est ici, ou cette unité-là. Et parce qu'il faut aussi penser qu'il n'y a pas que des Covid qui sont graves, il y a aussi des patients non Covid qui sont graves, qui doivent arriver à l'hôpital, qui doivent arriver aux urgences, ils doivent être pris en charge correctement. Et cette unité-là nous permet de les prendre en très bonnes conditions. Voilà, nous partons pour la Nouvelle-Aquitaine maintenant. Vous le savez, de nombreux lycées ferment. Alors comment faire pour que le niveau des élèves soit maintenu ? Eh bien, la région a rouvert depuis quelques semaines sa plateforme d'aide aux devoirs, un service gratuit pour tous les lycéens et apprentis de la région. Plus de détails avec nos confrères de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. Regardez. Est-ce que vous avez compris la définition d'une suite arithmétique? Cette étudiante de l'Université de Bordeaux en Master 2 de maths répond du lundi au jeudi de 18h à 21h aux lycéens en détresse face à leurs devoirs. Un dispositif gratuit qui s'adresse à tous les lycéens et apprentis de la région Nouvelle-Aquitaine. J'interviens en tant que tutrice en mathématiques, que ce soit ils ont des leçons non comprises ou bien des exercices qui rencontrent des difficultés. Cette plateforme téléphonique a pour objectif de réduire les écarts entre les élèves. Elle permet ainsi à ceux dont l'entourage ne peut apporter d'aide de trouver une oreille attentive et gratuite. C'est pas toujours facile d'avouer ou de se rendre compte qu'on ne comprend pas bien un problème. Il s'agit de redonner confiance. Nous sommes là sur l'approche québécoise du sujet. Il parle beaucoup moins de décrochage que de nécessité de stimuler la persévérance. Et ça fait partie de notre objectif. En 3 heures, c'est parfois plus d'une quinzaine d'appels reçus. Les jeunes qui parlent aux jeunes, une formule gagnante. Ça m'a vraiment aidée parce que les explications sont claires et comme c'est des personnes de notre tranche d'âge, ça facilite un peu la communication. Une aide aux devoirs qui s'ajoute à celle déjà présente du tutorat dans les collèges pour faire redémarrer un ascenseur social en panne. Voilà, nous en rêvons tous en ces temps de crise sanitaire, une tueuse de Covid. Nous partons pour les Yvelines où une petite entreprise de Fontenay-le-Fleury a décidé de se lancer dans la production d'appareils tueurs de Covid.
un projet grand public destiné à désinfecter les objets de votre bureau ou de votre domicile, et ce, dans les moindres recoins. Toutes les explications avec ce reportage de nos confrères de TV78 sur place. Regardez. Une machine tueuse de coronavirus, c'est le projet mis au point par cette entreprise de Fontenay-le-Fleury. Elle a choisi de chercher des solutions pour aider à lutter contre l'épidémie de la Covid-19 en mettant son activité première de côté. Il y a 2 machines qui ont été créées. La première, c'est la lampe UV Storm, qui a été conçue pour pouvoir pouvoir désinfecter des pièces, par exemple une salle de réunion, un cabinet de médecin, une salle d'école, qui utilisent des néons UVC qui viennent bombarder entièrement toute la pièce. La deuxième machine, elle a été créée au cours d'une rencontre. On proposait notre lampe à un opticien qui nous a exprimé son besoin, lui, de pouvoir désinfecter des petits objets. On a créé l'UV Box, qui est un boîtier de 18 litres qui permet de pouvoir désinfecter en 30 secondes les objets qui sont placés dedans. La technologie utilisée est la diffusion de rayons UVC, à manier avec précaution car potentiellement dangereux pour l'homme à forte exposition. Les UVC sont efficaces contre tout ce qui va contenir de l'ADN. Les virus, les bactéries, les spores, les champignons. On a une dizaine d'années d'études médicales qui ont été menées sur différents germes pour déterminer les doses nécessaires pour désactiver et tuer différents pathogènes. Pour l'instant, une dizaine de lampes UV Storm ainsi que 5 UV Box ont été assemblées au sein même de l'entreprise. Elle souhaite prioriser la production sur le territoire. Nous, c'est important de pouvoir travailler le plus possible localement, d'avoir le plus possible de la production et de la recherche et de l'ingénierie qui est faite ici. L'entreprise travaille actuellement sur un 3e produit, adapté aux particuliers, notamment les ménages avec enfants. Mais ces machines ne sont pas des solutions miracles, et doivent être utilisées en complément des principaux gestes barrières. Voilà, je vous le disais dans les titres, avec le confinement, nous nous sommes mis au désormais célèbre Click and Collect, mis en place par de nombreux commerçants dits non essentiels, pour maintenir un peu d'activité pendant ce confinement, justement. Mais d'autres poussent le concept à vendre à distance encore plus loin. C'est le cas du magasin Au Cœur des Artistes, au Mans, dans la Sarthe, qui a organisé cette semaine son premier Shop Live, un téléachat en direct sur Instagram. Reportage d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe sur place. Regardez. On va d'abord dire bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Shop Live. C'est ça, Shop Live d'Au Cœur des Artistes. Que ce fauteuil est à la somme de 380 €. Contrainte de fermer ses portes dans le cadre du confinement, la boutique Au Cœur des Artistes innove en se mettant au téléachat sur Instagram. La première a eu lieu vendredi. On ne peut pas mettre en place un site internet, c'est trop compliqué avec notre système de fonctionnement. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on veut rester actif pour les créateurs, pour nous, pour les clients qu'on accueille en fait depuis 5 ans maintenant. Et depuis une semaine, on réfléchit à l'articulation et voilà, on a fait notre premier live shop. Pour cette première, plus d'une quarantaine d'articles de la boutique sont proposés aux clients. Et les ventes sont conclues en direct. En fait, le but, c'était surtout de se marrer un petit peu, en même temps de montrer la boutique, de montrer le magasin, mais aussi de se marrer, de se détendre. Et donc, on a fait 80 personnes, 85 personnes. C'est très très bien, moi je suis super content. L'exercice a duré un peu plus d'1 heure dans une ambiance détendue. Et voilà, on a perdu 10 personnes. Ah mince. Derrière son ordinateur, Amélie répond aux questions des internautes et les oriente pour les commandes. C'était une petite appréhension aussi. Nous, on était dans notre délire, mais on ne savait pas si le délire allait être partagé. Et là, de voir que les gens étaient là, qu'ils restaient, qu'ils ne fuyaient pas au bout de 2 secondes, c'était agréable. Et puis, ça nous rassure aussi de se dire que même si on est fermé actuellement, les gens sont présents. Le prochain Shop Live du Cœur des Artistes est prévu vendredi prochain à 18h. Le rendez-vous est appelé à se répéter une fois par semaine. Voilà. Ne nous oubliez pas. Ouais, voilà, ne nous oubliez pas. À très vite. On est là. Bisous. Bisous, bisous. Voilà, nous partons pour la Loire maintenant, et plus précisément à Saint-Étienne, où un ancien centre commercial va devenir le plus grand centre pluridisciplinaire de santé de la métropole. Il est situé en plein centre-ville. Près de 50 médecins et dentistes et autres spécialistes devraient intégrer ce lieu dans quelques mois. Les détails avec nos confrères de TL7, Télé Loire 7 sur place. À l'abandon depuis des mois, la Galerie d'Orient a enfin trouvé une nouvelle vocation. D'ici 2021, les anciennes boutiques accueilleront des cabinets de médecins. Et les Stéphanois semblent prêts à troquer le shopping contre le centre médical. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Parce que depuis que c'est fermé, c'est mort, le quartier est assez calme.
Je pense que c'est plutôt un plus pour Saint-Étienne parce qu'actuellement c'est plutôt un désert médical. On a des rendez-vous 6 mois, voire 1 an après en avoir besoin. 50 médecins de plusieurs spécialités, 25 dentistes, mais aussi un plateau de radiologie et de biologie médicale seront installés dans la galerie. Une offre de soins qui viendra étoffer celle présente sur la ville et augmenter le nombre de spécialistes. D'un point de vue de santé, qui devrait évidemment apporter une réponse à beaucoup de nos concitoyens en matière de délai, notamment de rendez-vous. Et puis sur le centre-ville, on annonce entre 70 et 80 000 rendez-vous par an. Donc ça veut dire forcément une attractivité nouvelle pour tout ce secteur de centre-ville. La COSEM est porteuse de projets. Elle possède déjà 10 centres de ce type sur Paris et tend à développer son concept en province. Joint par téléphone, son directeur nous a confié sa volonté de faire de ce centre de santé un vrai lieu de vie. Pour le président de l'Ordre des médecins, le projet est intéressant mais peut-être pas si facile à réaliser. Si réellement nous arrivons à trouver 50 médecins, toutes spécialités confondues, plus des dentistes et des kinés, des sages-femmes et des infirmiers, nous serons sûrement les premiers heureux à le voir, mais ça fait 15 ans qu'on les cherche et on aimerait bien savoir d'où ils viennent. En 25 ans, le nombre de généralistes sur Saint-Étienne serait passé de 207 à moins de 180. L'Ordre des médecins attend avec impatience l'arrivée de nouvelles forces vives. Le début des travaux devrait débuter d'ici la fin de l'année. Voilà, l'invité du Grand JT des Territoires, c'est Anne-Charlotte Duvivier. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Cyril Véguier, bonjour à tous. Vous êtes directrice déléguée de WEO Picardie qui lance cette semaine une opération SOS Commerce Hauts-de-France. Quelle est-elle? Pourquoi avoir lancé cette opération? Eh bien oui, justement, face à ce reconfinement, on a décidé de lancer une grande opération solidaire pour WEO Picardie puis WEO Nord-Pas-de-Calais, bien évidemment, puisqu'on est sur 2 chaînes de télé dans cette région des Hauts-de-France. On a lancé cette opération qui s'appelle SOS Commerce des Hauts-de-France. On invite tous les artisans et les commerçants à nous contacter via une adresse mail simple, soscommerce@weo.fr. Ils nous contactent et ils viennent sur notre plateau nous expliquer comment ils s'adaptent au confinement, comment ils font évoluer leur manière de travailler, comment ils se réinventent. Depuis qu'on a lancé ça fait à peu près un peu plus d'1 semaine, on a énormément de demandes. On est aussi en train de créer une carte interactive sur notre site internet pour tous les répertorier, pour finalement qu'on puisse tous s'entraider. Et donc voilà, une belle opération solidaire qui tourne actuellement sur nos 2 chaînes de télévision. Anne-Charlotte Duvivier, le rôle de WEO Picardie, vous le voyez comme le rôle d'une télévision locale de service, une télévision qui aide les gens, notamment dans cette période de crise sanitaire? Alors c'est notre ADN, c'est-à-dire qu'on informe les gens déjà sur ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller faire leurs courses avec des amis? Est-ce qu'ils peuvent aller encore à un rendez-vous médical? On les informe au plus près et on répond à leurs questions parce que voilà, WEO est plus que jamais aux côtés des téléspectateurs et des habitants de la Picardie et de la région des Hauts-de-France. On adapte aussi nos programmes évidemment et voilà, plus que jamais on laisse la parole aussi aux téléspectateurs et aux habitants de cette Picardie et de cette région, parce que voilà, il le faut. Anne-Charlotte Duvivier, je le disais, vous êtes directrice déléguée de WEO Picardie et vous êtes dans les locaux du Courrier Picard. Donc le grand quotidien régional, bien sûr, issu du même groupe que vous, le groupe Rossel. C'est important, cette coopération entre le Courrier Picard et WEO Picardie. Tout à fait, évidemment, depuis longtemps, la vidéo étant partout, c'est évident que la presse quotidienne régionale ainsi que la télé ont beaucoup d'avantages à travailler ensemble. Ça va même plus loin en Nord-Pas-de-Calais parce que du coup, WEO est même diffusé sur le site de lavoidunord.fr. Ça viendra pour le Courrier Picard. Dans un premier temps, c'est sûr qu'il y a des échanges de vidéos, mais il y a aussi des journalistes du Courrier Picard qui interviennent très régulièrement sur notre antenne. En période d'élection, les débats sont évidemment co-organisés avec la presse quotidienne régionale, les gens de terrain qui s'allient avec les gens de la télé pour faire des débats animés. Voilà, ça a du sens tout ça. Voilà, merci Anne-Charlotte Duvivier d'avoir été l'invitée du Grand JT des Territoires. Je rappelle que vous êtes la directrice déléguée de WEO Picardie, partenaire du Grand JT des Territoires. Merci beaucoup à vous, à bientôt. Les Français pourront-ils s'offrir un sapin naturel pour Noël ? La question peut légitimement se poser puisque, vous savez, les producteurs ne peuvent pas en vendre pour le moment. Pour un secteur qui fait traditionnellement son chiffre d'affaires pendant cette période bien précise, eh bien le temps presse. Sébastien Germain de la chaîne 8 Mont-Blanc est allé à la rencontre d'un producteur très inquiet à Vallières en Haute-Savoie. Voici son reportage, regardez.
Produit saisonnier par excellence, le sapin de Noël est-il un produit essentiel? Pour le moment, pour le gouvernement, la réponse est non. Et chez les producteurs, à moins de 3 semaines du début habituel des expéditions, l'inquiétude règne. C'est notamment le cas de Jean-Baptiste Mondou, propriétaire de 30 hectares et producteur à Vallières depuis maintenant plus de 20 ans. Le discours de Jean Castex de la semaine dernière dans les produits essentiels et non essentiels nous a terrifiés, donc on est vraiment très inquiets, même si à l'heure où je parle, je pense qu'on va pouvoir faire cette saison de sapin. C'est jamais arrivé qu'à 15 jours du début des expéditions, on soit dans cet état d'incertitude. Pour bien comprendre ce qu'impliquerait une interdiction de vente des sapins, les chiffres sont assez explicites. Chaque année, Jean-Baptiste Mondou vend plus de 50 000 sapins en 3 semaines, soit l'intégralité de son chiffre d'affaires. Il attend désormais une clarification au sujet de la vente de ces sapins. Nous, on embauche effectivement plus de 100 personnes au moment des sapins de Noël. C'est un symbole universel qui dépasse même la religion chrétienne. Donc c'est un symbole universel, c'est l'arbre de vie. Il faut le faire entrer dans les maisons et en plus c'est un sapin de Noël naturel, cultivé pour cela. Mais fort heureusement, les producteurs de sapins ne sont pas seuls. Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie, a récemment écrit au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture pour leur demander une autorisation de la vente de sapins à partir du 25 novembre prochain. Notre rôle à nous de parlementaires, c'est de pouvoir faire évoluer les choses et de pouvoir faire prendre en considération au niveau du gouvernement des impacts sur le terrain. Le fait de pouvoir avancer un petit peu les choses, c'est pour éviter qu'on ait une concentration de gens au même moment. Il y avait en gros urgence à avoir une décision, un arbitrage au niveau du gouvernement pour que les producteurs puissent se préparer et qu'on puisse, le cas échéant, dès le 25 novembre, avoir finalement une filière d'approvisionnement qui soit prête. En attendant de savoir s'il pourra vendre ses arbres de Noël cette année, Jean-Baptiste Mondou ne se laisse pas abattre. La semaine dernière, il a planté 8000 jeunes Norman qui arriveront à maturité pour Noël 2029. Les fêtes de fin d'année toujours, avec les fameuses coquilles Saint-Jacques que l'on adore déguster. Alors malgré le confinement, on tente tant bien que mal de pouvoir en trouver. Reportage à Boulogne-sur-Mer de Caroline Fichten pour la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. C'est un bon jour aujourd'hui pour les vendeurs de poissons sur le port de Boulogne. Il y a un peu de monde et une aubette attire particulièrement. Chez Ginette propose des coquilles Saint-Jacques, c'est la saison et les amateurs sont nombreux. Je viens toujours sur le port parce qu'au moins je sais que c'est frais et au moins on sait de ce qu'on a, la qualité quoi. Voilà. Je vais pas au magasin tout ça acheter le poisson, les Saint-Jacques, tout ça c'est toujours au port. On est des habitués, j'en congèle et impeccable, ça ne bouge pas. En ce moment, les coquilles sont à 6,50 € le kilo, 18 € les 3 kilos et Sylvie peut même vous les nettoyer. Ça va, sont belles. Elle a une belle taille, il y a 2 sortes de coquilles, il y a des grosses, il y a des plus petites. Mais la noix, elle est belle. Mais il commence à avoir du corail, c'est nickel. Dans les cuisines du Châtillon, restaurant emblématique situé dans la zone portuaire de Boulogne, on continue en cuisine à travailler les produits de saison pour de la vente à emporter. Au menu aujourd'hui, des noix de Saint-Jacques rôties avec un risotto crémeux aux herbes et un beurre blanc. C'est un produit qu'on aime bien parce qu'on le travaille juste une période assez courte sur l'année. Et puis une Saint-Jacques, c'est simplement du beurre fondu, juste rôti de chaque côté, 2 minutes maxi de chaque côté et c'est tout. Les coquilles Saint-Jacques sont souvent synonymes de fête. Vous pouvez tout à fait en acheter en ce moment et les congeler, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir tout de suite et vous régaler. Je vous le disais dans les titres, nous partons maintenant pour les montagnes des Vosges, à la découverte d'une micro-station de ski de moyenne montagne d'ailleurs. Les équipes de Via Vosges, nos confrères sur place, sont allés découvrir la station de Haut-du-Taux, qui malgré le réchauffement climatique et la crise, va ouvrir ses portes dans quelques semaines. Un reportage de nos confrères de Via Vosges donc sur place. Encore quelques semaines de patience, une validation officielle du préfet des Vosges et c'est parti. On pourra de nouveau skier au Haut-du-Taux, ce qui n'était plus le cas depuis plus de 2 décennies. Alors il ne s'agira pas de rouvrir un grand domaine de ski alpin, mais de proposer 3 pistes vertes d'une centaine de mètres, parfait pour les débutants. Et c'est l'aboutissement d'un projet de longue haleine pour ceux qui en sont à l'origine, les membres de l'association du téléski du Haut-du-Taux. Le projet initial, c'était la réouverture de l'ancienne piste de ski du Haut-du-Taux avec un téléski qui desservait 2 pistes rouges vraiment très pentues. Donc ce projet, il faut bien se rendre à l'évidence, même s'il n'est pas arrêté, il est en stand-by. L'été dernier, on a eu le bonheur de pouvoir racheter au Valtin un fil-neige pour les débutants, qui est quelque chose de vraiment super.
C'est donc ce fil-neige racheté, on l'a entendu cet été à la station désormais fermée des Hautes-Navières au Valtin qui a permis de concrétiser le projet. Un fil-neige qui va d'ailleurs devenir unique en son genre. L'électricité nécessaire au moteur sera produite par des panneaux photovoltaïques, donc ce qui en fait vraiment quelque chose d'unique. Et l'innovation bien sûr a un coût, un peu plus de 30 000 € pour le fil-neige et ces 9 panneaux photovoltaïques qui chargeront les batteries dès qu'il y aura un minimum de lumière. Un investissement donc, mais l'association est soutenue par les communes alentours, Sapois, Gerbamont, Rochesson, Vanier et le syndicat, et a reçu presque 22 000 € de fonds européens. Reste donc plus qu'un seul problème, celui de la neige qui se fait de plus en plus rare. Mais avec un équipement comme celui-ci à 900 mètres d'altitude, seuls quelques centimètres suffisent. Les pistes pourront même être pratiquées l'été avec des skis à roulettes. L'ouverture est attendue pour fin novembre, début décembre en fonction de la météo. Il vous en coûtera 5 € la journée et 3 € pour les groupes. Voilà, parlons à présent des initiatives économiques dans nos territoires. Vous en avez l'habitude dans ce grand JT avec la rubrique Éco-région. Les jeux de société produits en France ont la cote. Le confinement a donné aux Français de nouvelles envies de ce côté-là. À Montpellier, l'entreprise BioViva a bien perçu ce phénomène. Michel Picot, bonjour. Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui BioViva. C'est l'histoire d'un concepteur et fabricant de jeux de société made in France. Et en plus, ils sont éco-conçus. La conception, c'est à Montpellier que ça se passe. Ensuite, la fabrication est assurée par l'entreprise Grapho de Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme. Tous les produits utilisent des encres végétales, des boîtes sans colle et un bois provenant de forêts durablement gérées. Eh bien, figurez-vous qu'au-delà de la qualité des jeux, l'entreprise BioViva a su convaincre les Français sur l'intérêt du produire en France et en plus avec des matériaux éco-conçus. Mais la crise sanitaire est passée par là, le marché du jouet a souffert, puis s'est retourné, puis est en recul, lié à la fermeture des magasins de jouets notamment depuis plusieurs semaines. Mais une prise de conscience semble faire son chemin et le consommateur français veut des produits français respectueux de l'environnement. C'est ce que fait BioViva depuis 25 ans. Ils auront 25 ans l'année prochaine, un anniversaire qui se célébrerait par une création d'une adaptation télé d'un des jeux de BioViva. Voilà, merci Michel Picot. Nous vous retrouvons dans une prochaine édition. Voilà, si vous aimez les beaux stylos comme moi, eh bien, le Grand JT des Territoires vous propose un reportage qui va vous plaire. On va sur les pas de Jules Simoutre en Moselle. Il a 24 ans seulement, il est déjà à la tête d'une véritable petite entreprise. Cet amoureux du travail du bois a ouvert il y a 2 ans sa fabrique de stylos artisanales. Depuis, il a ouvert une boutique à Moulins-les-Messes, a été labellisé. Une formidable aventure qu'il essaie de maintenir à flot malgré l'épidémie. Un reportage d'Oriane Vallot pour Moselle TV. Regardez. Depuis 2 ans, ces machines-outils fonctionnent à plein régime. Et c'est dans sa toute nouvelle boutique ouverte il y a 1 mois, dans une rue très fréquentée de Moulins-les-Messes, que Jules Simoutre confectionne ses stylos artisanaux. Chaque pièce est une création unique, fabriquée à partir d'une 60aine d'essences de bois différentes, du cerisier, du charme, ou encore du wakapou, venu tout droit du Brésil. Ce militant anti-déforestation donne une seconde vie aux arbres fruitiers français en fin de vie et s'approvisionne en bois exotique à travers une filière dont le bois est issu du développement durable. Chaque morceau de bois est différent et selon sa fragilité, il peut être plus ou moins abîmé, plus ou moins poreux, etc. Donc il y a aussi ce risque-là. C'est ce qui me plaît parce que du coup ça rend le travail assez différent et c'est jamais monotone parce qu'il faut s'adapter à chaque morceau de bois. Le jeune artisan entrepreneur propose 3 types de stylos, plumes, rollers, billes, qu'il peut personnaliser à la demande du client. Parmi les créations qu'il affectionne, le stylo en bois de mirabellier lui a donné quelques sueurs froides au moment de sa conception. Au début, ça a été très compliqué parce que c'est une essence de bois qui est difficile à se procurer. On ne peut pas acheter de mirabellier, donc c'est forcément vu par des connaissances, par des gens qui ont des vergers. Et donc, une fois que l'arbre ne donne plus de fruits, de pouvoir le travailler. C'est quelque chose d'important pour nous, les Mosellans, d'avoir notre bout de mirabellier au bout des doigts. Une passion que la pandémie met comme de nombreux commerces à rude épreuve. Les fêtes de fin d'année correspondent à 40% de son chiffre d'affaires. Alors, Jules compte sur la vente en ligne pour sortir son épingle du jeu, malgré le confinement. Le site commence à prendre un peu plus d'ampleur, surtout aux abords des fêtes de fin d'année. Forcément, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour la fin d'année et que tout peut encore varier avec cette pandémie. Maintenant, je relativise en me disant que je fais quelque chose que j'aime, qu'on aura quand même besoin de faire des cadeaux pour Noël parce que la magie de Noël, personne ne l'enlèvera. À 24 ans, le jeune homme garde la tête sur les épaules et veut malgré tout rester optimiste pendant cette période morose.
D'autant qu'il le sait, il est encore l'un des rares à pouvoir ouvrir ses portes, comme tous les spécialistes du secteur de la papeterie. Voilà, et puis je signale l'édition spéciale du magazine Le Point, cette fin de semaine consacrée à Lille. C'est pas moins de 40 pages qui sont consacrées à la métropole des Hauts-de-France, avec évidemment l'art de vivre, les dégustations, le match des gaufres fourrés, les bières, des caves à emporter, la gastronomie avec 5 restos click and collect, comme on dit maintenant, et puis des sujets plus sérieux, bien sûr, avec les bons plans, ces petites entreprises qui facilitent la vie des gens en période de confinement, et puis Xavier Bertrand, son labo au banc d'essai de nos confrères du Point, spécial Lille, des pages coordonnées par Audrey Emery et Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef politique du Point. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes de télévision locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.